Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'émir du Qatar a effectué une visite officielle en Égypte pour la première fois en 7 ans. Visite qui symbolise la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays suite à des années de brouille. Les pays entendent renforcer leur coopération sur le plan économique, notamment. Libéré en décembre 2016, Sirte, l'ancien bastion de l'État islamique, tente de se reconstruire. La ville côtière du centre de la Libye est marquée par des années de combats. Les populations demandent l'aide des autorités pour amorcer cette reconstruction. Et puis, comment développer le commerce intra-africain? Une problématique cruciale pour les pays africains qui doivent relever de multiples défis. Pour Afreximbank, ce développement se fera principalement grâce aux investissements dans les infrastructures. Mais tout d'abord, au Bénin, au moins 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tués dans une attaque terroriste ce dimanche 26 juin. Le commissariat de Dassari a été la cible de cette attaque menée par un groupe armé encore non identifié. La ville de Dassari est située au nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon les sources locales, 2 terroristes ont été neutralisés. Depuis novembre 2021, l'armée béninoise est la cible de plusieurs attaques meurtrières dans le nord du pays, où elle est déployée pour contenir les groupes djihadistes présents chez ses voisins du Niger et du Burkina Faso. Une nouvelle page s'ouvre dans les relations entre l'Égypte et le Qatar. Après des années de brouille diplomatique, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, était en visite officielle au Caire à l'invitation du président Abdel Fattah al-Sisi. Les 2 dirigeants ont notamment discuté du renforcement des liens dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture, ainsi que l'approfondissement de la coopération en matière d'échanges commerciaux et en particulier concernant les flux d'investissement du Qatar à destination de l'Égypte. Les détails dans ce sujet de Samantha Sabero. Après des années de brouille diplomatique, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué une visite officielle en Égypte du 24 au 25 juin 2022, visite au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il s'agit de la première visite depuis que les 2 pays ont convenu de reprendre leurs relations bilatérales en janvier 2021, après plus de 3 ans de rupture diplomatique. Cette visite d'abord signe le retour et la normalisation des relations entre les 2 pays. L'Égypte est un pays phare. Il s'est beaucoup fâché, notamment pendant la révolution où la chaîne qatarienne avait pris position pour les frères musulmans. Au cours de la rencontre, les 2 dirigeants ont discuté du renforcement des liens dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, ainsi que l'approfondissement de la coopération en matière d'échanges commerciaux et en particulier des afflux d'investissement du Qatar à destination de l'Égypte. C'est peut-être aussi une manière de normaliser pour apaiser des tensions fortes dans un contexte mondial grave avec la guerre en Ukraine et ses effets sur les monarchies du Golfe avec le renchérissement des matières premières en termes alimentaires surtout. Voilà, le contexte incite à la sagesse et à la pratique de la modération. Rompues durant 3 ans, les relations diplomatiques entre les 2 pays n'ont repris qu'en janvier 2021 dans le cadre d'une réconciliation scellée entre le Qatar et 4 pays arabes. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn avaient mis fin en juin 2017 à leurs relations avec le Qatar, accusé notamment d'être trop proche de l'Iran et de soutenir les frères musulmans, des accusations niées par Doha. Climat politique sous tension à quelques semaines de la tenue du référendum constitutionnel en Tunisie. Le 24 juin dernier, le ministère de l'Intérieur a affirmé au cours d'une conférence de presse que le président Kais Saied faisait l'objet de menaces pendant que le pouvoir en place émet des soupçons à l'endroit de plusieurs opposants politiques suite au gel du Parlement. Ces derniers estiment qu'il s'agit d'un règlement de compte visant les adversaires politiques. Le point sur la situation avec Ameneji.
Le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Fadila Khélifi, a annoncé le 24 juin 2022 lors d'une conférence de presse à Tunis l'existence de graves menaces à l'égard de la sécurité du président de la République, Kais Saied. Essuyant de nombreuses critiques de l'opposition pour l'avoir écarté d'un dialogue national sur une nouvelle constitution, le chef d'État tunisien avait, fin mars 2022, annoncé la dissolution du Parlement afin de préserver l'État. L'élection notamment du président Kais Saied a suscité beaucoup d'espoir en Tunisie. Mais malheureusement, quelques mois après, nous constatons que nous sommes à la croisée des chemins avec une cristallisation, une centralisation du pouvoir au sein de l'exécutif, avec la fin de tous les principes démocratiques sacrés liés à la répartition du pouvoir entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc autant de questions qui suscitent aujourd'hui que l'appareil démocratique tunisien est en situation d'insécurité. On peut déjà comprendre l'interpellation faite par les services d'État concernant la sécurité physique et l'intégrité du président en tant que tel. Traitant de tentative de coup d'État, l'adoption par le Parlement en séance plénière virtuelle d'une loi annulant les mesures d'exception prises le 25 juillet 2021, le président Saied mettait en garde contre les tentatives du Parlement gelé de se réunir. Un coup de force qui fait traverser au pays une crise politique, plongeant plusieurs partis dans des actes et plans visant à porter atteinte à la vie de l'autorité, selon le ministère de l'Intérieur. On peut déjà comprendre quelles seront les marges de manœuvre du président Kais Saied actuellement. Quelles sont ses chances de pouvoir pérenniser un pouvoir aujourd'hui mené de manière sollicitaire, malgré que constitutionnellement aujourd'hui, il bénéficie des prérogatives exceptionnelles en tant que président de la République. Donc voilà autant de questions que suscite aujourd'hui le chemin emprunté par cette jeune démocratie maghrébine, au regard aujourd'hui des principes et des valeurs universelles incarnées par la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui constitue l'architecture fondamentale aujourd'hui des régimes démocratiques dans le monde. Pour le département sécuritaire de la Tunisie, les enquêtes sont toujours en cours pour faire la lumière sur la situation qui prévaut. Rappelons que ces menaces interviennent dans un contexte marqué par l'organisation, programmée le 25 juillet, du référendum visant à approuver le projet de nouvelle constitution de la Tunisie. Sirte entend le bastion des terroristes de l'État islamique. La ville est devenue l'un des symboles de cette Libye en plein chaos. Sirte, ville côtière du centre du pays, est marquée par des années de combats. Les maisons et les immeubles sont complètement détruits dans certains quartiers de la ville où les habitants demandent de l'aide afin de pouvoir entamer la reconstruction. Zahra Mohamed Moutiou. Ces habitants de Sirte vivent depuis des années dans ce paysage de désolation. Des immeubles et des maisons effondrées. Les gravats jonchent le sol. Certains tentent de sauver ce qui peut encore l'être. C'est tout ce quartier qui porte encore les stigmates des combats. C'est à partir d'ici que les forces pro-gouvernementales ont ces dernières années tenté de chasser les terroristes du groupe État islamique. La ville a été détruite pendant la guerre contre l'État islamique. La destruction est côté mer. C'est l'un des appartements, mon appartement, j'y vis. Il a été endommagé du côté face à la mer. Nous n'avons pas la capacité de le restaurer. Nous vivons dans 2 pièces que nous avons rénovées, mais pas le reste. Les maisons de mes voisins du dessus sont complètement détruites. Ici, des impacts de balles. Un peu plus loin, cet appartement qui s'est totalement effondré. Le désespoir est total. Voilà des années que les habitants des ruines demandent de l'aide pour reconstruire leur maison. Une aide qui ne vient pas en dépit de l'établissement cette année dans la ville du nouveau gouvernement libyen. Un gouvernement parallèle qui a fait de Sirte son siège. Mais aucun changement opéré depuis son installation. Nous parlons d'une ville qui est gravement endommagée. Tout le matériel militaire a été utilisé ici, des armes lourdes. La ville a besoin que les décombres soient enlevés. La communauté internationale a coopéré avec nous. En ce qui concerne le soutien du gouvernement, il y a très peu de mesures par rapport à la situation à Sirte. Soutenu par le Parlement de Tobrouk, Fatih Bachaga a installé son gouvernement parallèle dans cette ville côtière à l'extrémité du territoire, contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Le Premier ministre de l'Est assure chercher des financements pour les travaux de reconstruction. Également dans l'actualité, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture annonce 9 projets de lutte contre les effets des changements climatiques au Mali. Déclaration faite par Edmond Moukala, chef du bureau de l'UNESCO au Mali, samedi 25 juin.
Selon Modibo Koné, ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, ces projets ont été identifiés par son ministère à travers le Fonds Climat. Ils seront exécutés dans 10 régions du Mali sous une coordination de l'UNESCO sur financement des secteurs publics, privés et des sources bilatérales et multilatérales. Ces projets sont évalués à hauteur de 130 milliards de francs CFA. Afin de relever les économies africaines affectées par diverses crises, les gouvernements doivent miser sur le développement des infrastructures selon les économistes. Des investissements qui à long terme favoriseront le commerce intra-africain, une variante désormais vitale pour le développement des économies de l'Afrique. À ce jour, les échanges entre pays africains sont estimés à environ 15%, selon Afreximbank. Mildred Diamant. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières années pour booster les échanges entre pays africains, ces derniers restent peu satisfaisants. D'après les économistes, les chiffres du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, initiative de la Banque africaine d'import-export, montrent qu'à ce jour, le commerce intra-africain est estimé à environ 15%, une situation due au manque d'infrastructures adéquates. Quand on regarde le commerce intra-africain, c'est maximum 15% en Afrique. Et quand on regarde l'Europe et les États-Unis, donc les blocs d'Amérique du Nord et les blocs européens, le commerce intra-européen représente 60%, intra-Amérique du Nord à peu près 50 à 60% aussi. Donc on se rend compte qu'on est vraiment à la traîne et qu'il y a énormément d'opportunités à saisir à ce niveau-là. Je pense qu'un des plus gros challenges que l'on a, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, on se rend compte que des fois, pour aller d'un pays à un autre, il est plus facile, il est plus rapide de passer par l'Europe et de redescendre que d'y aller en direct. Et ça, c'est pas normal. Il faut absolument que l'on commence par tout ce qui est infrastructure. Infrastructure portuaire, infrastructure ferroviaire, infrastructure routière. Mais pas seulement les infrastructures physiques, aussi les infrastructures au niveau de la technologie. Pour le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé, le secteur privé doit diriger et les jeunes doivent s'engager pour assurer la reprise des économies africaines. Le comité indique que les barrières non tarifaires existantes et le coût élevé des déplacements des biens et personnes entravent considérablement l'essor du commerce intra-africain. Le secteur privé doit diriger. Si le secteur privé veut faire preuve de leadership, il doit investir dans son avenir. Il y a tellement de barrières non tarifaires. Si vous voyagez à travers le continent, les frontières et les infrastructures sont peu satisfaisantes et les coûts de transaction sont très élevés. Nous devons également créer des passeports pour les hommes d'affaires. Ce sont tous les obstacles au commerce intra-africain, mais nous devons commencer à les éliminer. La zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grosse opportunité pour sortir les économies africaines de plusieurs crises auxquelles elles sont confrontées. L'Afrique doit stimuler l'industrialisation afin de créer plus d'emplois jeunes et de réaliser le plein potentiel de cet accord commercial selon les experts. Au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale poursuit ses réformes. Des réformes qui visent à simplifier les procédures concernant notamment le processus d'immatriculation des assurés. Objectif affiché par la CNPS, renforcer l'efficacité du système. Reportage signé Roberto Bokbe. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun, l'organisme qui a la charge de la prévoyance sociale, positionne la structure qu'il dirige comme étant celle qui, en Afrique, a le plus simplifié ses procédures d'immatriculation. En vue de faire bénéficier des allocations et autres avantages, le dirigeant mise sur la plus grande simplification des conditions, sans sacrifier l'efficacité qui accompagne l'organisme. À un certain moment, on demandait une quinzaine de pièces aux pensionnés pour bénéficier de sa pension. Aujourd'hui, on en est à 2 pièces. On leur demande 2 pièces. Ils ne sont plus obligés de venir à nos services pour bénéficier d'une pension. Ils peuvent la faire en ligne et bénéficier de leurs prestations en ligne. Nous pouvons les payer en 1 heure de temps. L'ambition de la Caisse nationale de prévoyance sociale est d'aller beaucoup plus loin dans la facilitation des procédures. Dans les prochaines années, il sera possible, entre autres innovations, de ne plus faire de demande d'immatriculation grâce à un système automatisé qui fera le travail pour les potentiels assurés sociaux. Notre système devrait pouvoir détecter par les informations que nous avons leurs besoins en matière de prestations sociales, que ce soit une pension
ou une allocation familiale et que le système déclenche automatiquement un paiement. En 2020, la CNPS a réalisé un bénéfice de 72,39 milliards de francs CFA, réussissant ainsi à maintenir son résultat net au-dessus de la barre des 70 milliards de francs CFA pour la deuxième année consécutive. Alain Noël Mekulu-Mvondo, en rendant les procédures les plus performantes et les plus légères possibles, vise à multiplier ce bénéfice. Par ailleurs, les revenus des placements financiers de la CNPS se sont chiffrés à 20,5 milliards de francs CFA en 2021, selon les documents officiels de l'organisme. Ce résultat est en hausse de plus de 5 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice précédent. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.